Donc je suis certain que vous aurez plein de questions par rapport aux présentations de ce matin, aux présentations extraordinaires qu'on a eues avec Robert, Paul et Jack. Moi, c'est une question pour Robert. En fait, je me demandais, quand il était là-bas, s'il a eu des interactions avec d'autres personnes, s'il il a vu d'autres êtres humains, ce qu'il faisait de la journée. Je suis un peu curieuse, j'ai pas eu assez... Enfin voilà, je me demandais comment étaient remplies les journées. Je vous remercie de votre question. Bon, il y a, comment dirais-je, certaines particularités, je ne pourrais pas répondre. C'était, si vous voulez, l'enseignement que j'ai dû pratiquer, comment dirais-je, pendant certaines heures de la journée. Mais sinon, après, bon, je faisais le jour de la base. Ensuite, il y avait des moments de, comment dirais-je, d'explication, soit avec l'ethnologue sur d'autres régions de l'univers, sur les quasars, sur les trous noirs, etc. À laquelle, d'ailleurs, j'ai pas beaucoup avancé parce que après, ça devenait très vite mathématique au niveau de la physique et je comprenais pas. Donc, mais sinon, bon, c'est vrai que ça passait quand même assez vite. Il y avait quand même une heure et demie déjà de yoga le matin. Ensuite, bon, il y avait, comment dirais-je, certaines questions que je posais par rapport à cela. Ensuite, ce qui prenait du temps aussi, c'est le développement mental, essayer par la respiration, par le, comment dirais-je, essayer de recevoir de l'énergie, prendre à magasiner de l'énergie, d'avoir sentir cette énergie déjà, etc. Ça prend beaucoup, moi ça m'a pris beaucoup de temps, parce qu'au début, comment dire, le développement spirituel ou le développement énergétique à l'intérieur de soi, c'est pas du tout évident. J'ai même à certains moments, et même après quelques années après la base, j'ai eu envie d'abandonner parce que malgré que je travaille, ça ne marchait pas. Je trouvais que ça allait pas assez vite. Et puis petit à petit, quand même, je suis arrivé à pouvoir activer certaines choses. Voilà. Après, bon, on faisait le tour. J'ai eu, comment dirais-je, bon, je sortais le soir aussi à la base pendant une heure ou deux. Aussi par un ascenseur à piston, c'est-à-dire que je montais dessus. Il y avait rien qui le tirait, il n'y avait pas de corde ni rien. Alors c'est l'environnement qui était fait avec du métal ou du cuivre, je ne sais pas, et ça montait tout seul. Alors on sortait carrément, montait dessus, et ça sortait sur le terre-plein directement. Hop, j'étais sur le terre-plein, je passais sur le côté. Voilà. Je sais peut-être que ma réponse ne vous satisfait pas entièrement, mais bon, après, je ne peux pas aller plus loin. Ah, d'autres humains, non, j'ai pas vu d'autres humains terrestres, non, j'en ai pas vu d'autres. Une autre question. Quand monsieur est revenu au bout de son année du vaisseau spatial, donc je voulais savoir, celui qui est venu avec une grosse voiture noire qui vous a impressionné, est-ce que vous pensiez que c'était quelqu'un qui faisait partie du gouvernement? Puisqu'après, vous avez été menacé quand vous avez voulu écrire avec votre ordinateur. Oui, je l'ai mal ressenti, d'autant plus avec ce qu'il m'a fait. Il m'a payé comme ça, là, le doigt comme ça, c'est au niveau du cœur. Là, j'ai pas eu besoin de beaucoup d'explications. Hein. Oui, mais de quel gouvernement, d'après vous? Ah ben, le gouvernement de Londres, peut-être américain, parce que bon, j'avais entendu parler des Made in Black, etc. Là. Mais peut-être il était français, je n'en sais rien. Et en tout cas, il parlait bien le français. C'était un monsieur qui était grand, qui était quand même mince, longiligne, pas comme moi avec ma ventru. Mais vous avez bien mangé là-bas. Voilà. Voilà, okay. Moi je sais pas. Très bien, merci. Je mangeais de ce qu'on appelle des, comment dirais-je, dans l'assiette il y avait de forme ronde, un peu pyramidale. C'était des billes qui étaient de couleur marron sombre ou marron clair, ça dépendait des jours. Et j'appuyais avec la fourchette, j'appuyais, c'était très bon, ça avait des goûts différents d'ailleurs. Alors Elena elle m'avait dit que c'était de la nourriture qui était donnée par des réplicateurs. Voilà, peut-être qu'elle vous en dira un mot si elle est par là. Elle va vous expliquer ce que je mangeais, parce qu'elle aussi, je crois qu'elle en a mangé. Vous aviez parlé à la fin de votre témoignage de tout à l'heure que vous aviez un implant
Je voudrais savoir déjà si vous l'avez toujours, où il se situe et en quoi ça vous a changé la vie au quotidien ou après, dans vos entraînements ou autres. Ah, c'est une vaste question, là. Disons que l'implant, il est situé à peu près à ce niveau-là. Le radiesthésiste l'avait par là. Alors, comme je l'ai dit ce matin, là, quand ils ont voulu m'examiner là, aux rencontres ufologiques de Châlons en Champagne, là, où il y avait Georges Mest avec son appareil photo prêt à tirer la photo. J'avais à ma droite, j'avais le contre-amiral Gilles Pinon, là. Donc, et quand Georges Mest a dit oui, j'ai réglé l'appareil photo, c'est bon, tu peux y aller. Alors le radiesthésiste a mis la main, dès qu'il a appuyé la main, j'ai senti une force qui sortait de mon dos. Et quand je me suis retourné, il était par terre, il a fait une pirouette. Alors bon, il a dit j'ai le bras paralysé, là, ça m'a jeté en arrière, j'ai senti un choc électrique. Et le contre-amiral Pinon qui était en face de moi, il a dit de gros yeux, ah mais merde alors. Ok, donc il est toujours là alors. Le contre-amiral Pinon. Non, votre implant. Votre implant est toujours là. Ah oui, l'implant il est toujours là, oui, l'implant est toujours, oui. Mais il n'est pas activé là, il n'est pas activé. Alors cet implant, apparemment, ce que j'ai appris, c'est qu'il pouvait se transformer, soit il était éthérique, soit physique, soit éthérique. Ça dépendait. Ah, j'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre. Est-ce que ce n'est pas extrêmement important de commencer quelque chose alors qu'on est déjà dans la planète pour nettoyer ce qui se trouve dans la planète, plus particulièrement les... Thank you for asking. First of all, say hello to Carl Svan when you go back to Sweden. He is the head of the ufologists, a very nice gentleman who put together database of information from many countries and including former Soviet Union. So we preserve materials. This is one of the ways. On préserve le matériel. On a une manière de préserver le matériel. Et ce que je voulais vous dire, bien sûr, il y a de la collaboration, de la coopération entre ufologistes européens. C'est pour ça que je suis là. Je suis en train de faire la publicité ou promouvoir une ère d'information qui n'est pas évidente. De plus, on est unis, mieux. J'ai dit la même chose au Brésil, d'avoir des connexions. Maintenant, nettoyer le monde, il faut qu'on soit beaucoup plus positif. Il y a beaucoup de scientifiques qui font des avancées dans les médias que les médias n'expliquent pas. Vous le découvrirez, des microbes qui dévorent le plastique, et les recherches vont bon train dans beaucoup de pays. Mais ce n'est pas fait partout, malheureusement. Il y a des pays qui ne le font pas. On ne peut pas les forcer. Plus on travaille ensemble, et surtout avec des scientifiques jeunes, le mieux ce sera. Alors, il y a beaucoup de sociétés différentes. Et personnellement, je ne pense pas qu'il y a un contrôle direct sur tout. Je suis plus intéressé par une grande coopération parmi les pays pour affronter les menaces extraterrestres. Cependant, c'est plutôt le contrôle mental exercé aujourd'hui par les nouvelles technologies. Ce sera le mieux si on contrôle ça. Parce que la transmission par les ondes nous fait pénétrer dans des périodes noires. Et ça, c'est l'intelligence artificielle. L'artificielle en beaucoup de termes. Et mind control aussi. Il existe, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire pour contrecarrer ça en tant qu'ufologiste, ufologue, je ne sais pas. Ajouter sur ce point, en fait, sur la lutte ou la chute des forces de l'ombre, hein. Pour moi, moi j'œuvre pour que la physique, qu'on comprenne que notre physique est fausse, qu'il existe, que la physique doit être complètement revue par la physique de l'éther, et que cette physique nous amène à l'énergie, nous ouvre la porte de nouvelles technologies. Ces technologies sont aujourd'hui cachées
il existe une loi depuis 1951 qui s'appelle Invention Secrecy Act, qui permet de garder secrètes et interdites de divulgation toutes les technologies liées à l'énergie libre, à l'antigravité. Et donc reconnaître l'existence de l'éther, reconnaître que notre physique est fausse, amène naturellement à débloquer ces technologies qui sont secrètes. Et toutes les guerres autour du pétrole, toutes les guerres, de toute façon, sont liées au contrôle de l'énergie. Mais une fois qu'on accepte que notre physique est fausse et qu'il existe des formes d'énergie, une énergie illimitée, donc que j'évoquerai demain, et bien naturellement, là, on va montrer qu'on nous a menti avec ce Invention Secrecy Act, qu'on nous cache tout ça depuis 75 ans. Et donc, naturellement, le système, la vérité sortira et les forces de l'ombre ne sauront plus où se cacher, quoi. Donc, pour moi, c'est le chemin que je cherche à suivre, c'est la divulgation par l'approche scientifique. Alors voilà, moi je voulais savoir, quand vous avez expérimenté la sortie de corps, vous avez dit que vous vouliez savoir comment c'était quand il y a un accident et qu'on part tout de suite. Vous avez dit que c'était extrêmement douloureux, mais vous n'avez pas dit quand vous avez réintégré votre corps, comment c'était. Donc ma question est celle-là. Est-ce que c'était autant douloureux quand vous avez réintégré votre corps que quand vous en êtes sorti ? Quand je suis rentré de mon corps, il y a eu simplement le poids des bras, le poids de ressentir, le poids d'être dans le corps, le poids du corps, si vous voulez. Donc le poids, la pesanteur. Après. Cela vous convient-il ? Merci. Bonjour colonel, je voudrais témoigner de quelque chose. En 1973, j'avais 13-14 ans et mon père était militaire. Je suis belge et je ne sais pas s'il était dans une base qui s'appelle Bruxelles ou Birzet. Il devait être major ou colonel, j'en sais rien. Mais je me souviens qu'il rentrait à la maison le soir en disant qu'il y avait eu des ovnis et qu'ils avaient beaucoup piloté, je ne sais pas, dans la région. Et donc vous avez dit, enfin moi ça m'a terriblement ému ce que vous avez dit, parce que c'est tous des souvenirs de dans le temps. Et vous ne pouvez pas nous dire dans quel genre de région en Belgique ces vaisseaux allaient ? Dans quelle région j'ai fait mon observation ? Oui, j'imagine qu'à la frontière belge. C'était, oui, la région, on avait une zone d'entraînement qui était entre Cambrai, Reims, et puis la frontière belge. Ah oui, d'accord. Et vous aviez des contacts avec l'armée belge ? J'ai pas entendu. Vous aviez des contacts avec l'armée belge ? Ah oui, on faisait des entraînements avec l'armée belge, tout à fait. Enfin, pas ce soir-là, mais on avait... à l'époque, c'était l'OTAN, hein, on était tous réunis, on craignait beaucoup l'URSS. Ouais. Hein, c'était la guerre froide, ce qu'on appelait la guerre froide. Donc on faisait... Moi, j'ai personnellement fait du combat aérien contre des Starfighters, les F-104 belges, hein, qui nous servaient alternativement soit de placerons, enfin, qu'on allait attaquer, ou soit de chasseurs. Et on était en train d'utiliser nos domaines d'armement les uns les autres. Et ce qui était à voir, c'est que le Starfighter était plutôt un intercepteur, c'était à l'américaine, c'était un gros réacteur avec des petites ailes qui était fait pour monter très vite et intercepter. Et les Belges qui sont belges, bon, il y en a dans la salle, ça veut dire que normalement, on n'était pas autorisé à faire du combat tournoyant, hein, genre ce qui se passait en 39-40, et qu'à chaque fois, on s'enroulait, mais vraiment, au lieu de faire du tir-canon, à la fin, on enregistrait sur nos mitrailleuses, on voyait si on avait une victoire ou pas. Bon, je vous raconte ça, je ne sais pas si des ovnis ou des extraterrestres nous observaient. Je suis un jour parti en combat, alors j'étais plastron normalement passif sur un Belge. Je me suis défendu, il a insisté, il s'est foutu en vrille, il s'est éjecté, il est rentré à pied. Donc ça veut dire que moi, quand je me suis reposé sur ma base, j'avais un comité qui me recevait. Il y avait 2 généraux français qui voulaient me foutre au trou et me virer. Et en fait, j'étais sauvé par le chef d'état-major de l'armée de l'air belge, qui disait déjà aux Français, il faut savoir ce qu'on veut faire, on fait des combattants, on fait des guerriers, ou alors on fait des pilotes de ligne. C'est vrai. C'est vrai. Merci beaucoup. Maintenant, les avions de ligne sont à peu près à 40 000 pieds, presque au niveau de la stratosphère. Et plus on monte, plus l'atmosphère est brun et noire.
Hein, c'est de plus en plus sombre, en fait. C'est une espèce de clarté qui est assez étonnante. Mais plus je veux dire, plus on monte hors de l'atmosphère terrestre, plus c'est noir, plus c'est sombre. Bon, nous, avec nos avions, on avait les avions de chasse qu'on avait, les Mirages, on arrivait... Enfin, les premiers corps, c'était sortir carrément de l'atmosphère terrestre. On arrivait à monter à 14 km, 15 km, hein, 70 000 pieds, 75 000 pieds, avec un équipement qui était déjà prévu. Si on avait une dépressurisation ou une rupture verrière, ça pouvait arriver. Donc on avait déjà, moi j'ai fait des premiers vols en Mirage avec des scaphandres, on commençait à jouer les astronautes. Alors un bel habit blanc, un beau casque, alors on jouait vraiment aux extraterrestres. Et quand on débarquait, si on était rentré à pied chez nous, les gens ont dit ça y est, on les a vus. Oui, donc pour compléter la réponse de Jack, moi j'imagine que donc, ce bleu est plutôt lié donc, à la pression de l'atmosphère, hein, la présence de l'atmosphère qui va réaliser soit un filtrage, soit un effet de réfraction. Donc ça doit être donc, pour moi lié à, à la présence de l'atmosphère qui va modifier qui va donner cette couleur en fait. C'est mon interprétation. Est-ce que vous savez pourquoi c'était vous, pourquoi ils vous ont choisi, pourquoi ils étaient là devant la maison Est-ce que vous avez posé la question? Oui, à l'époque, ils m'ont parlé de ça. Ils faisaient de la recherche, ils cherchaient des gens avec, comment dirais-je, avec des éléments particuliers. Hein. On m'a dit des éléments particuliers dans le corps. Donc, je suis du groupe sanguin O positif. Et quand on a fait de la recherche génétique en 2018, je crois que c'était 2019, 2 ou 3 ans de suite, là, on m'a dit que on m'a écrit d'ailleurs que sur la feuille médicale, là, que j'avais un élément particulier sur le génome et qu'on ne savait pas ni à quoi il servait et qu'on ne peut pas l'ouvrir. On a essayé de l'ouvrir, on ne peut pas, on ne sait pas. Et il y a quelqu'un dans votre famille, une de nos filles en est porteuse aussi. Alors c'est peut-être pour ça. Bon, ils faisaient de la recherche à l'époque, dans les années 60-70. Bon, ils cherchaient des gens partout. Alors pourquoi? Ils cherchaient des gens avec des éléments, sans doute comme ça. Merci. Et donc voilà. Ils ont pris 1 an à vous attendre là dans le champ pour que vous sortiez. Disons qu'ils m'avaient formaté un petit peu déjà dès le départ. En 1968, ils ont commencé surtout à me formater. Hein. Première de séance de yoga le 1er octobre 1968. Et après, ça s'est enchaîné. Après, là, comment dirais-je, mon acceptation pour les suivre, etc. Voilà. Bon, c'est vrai que ça... Vous savez, je savais... Des fois, il m'a passé dans l'esprit quand j'étais à la base. Mais en fait, je ne sais pas du tout si je vais rentrer vivant. Hein. Je ne savais pas. On m'en avait promis, on m'en avait dit. Mais j'avais toujours une certaine appréhension, même parfois des questionner. Il y avait des fois... Ce serait maintenant, je vous garantis que j'en poserai des questions, un peu plus que ça. Hein. Mais à l'époque, à 23 ans, vous savez, on n'est pas encore... enfin, j'osais pas trop de demander certaines choses. Merci. À propos de la physique de l'éther dont vous parlez, vous avez beaucoup parlé du proton, mais est-ce que ça veut dire aussi que toutes les autres particules n'existent pas et que ce sont tous des vortex avec des caractéristiques différentes, ou pas? Et puis la deuxième question que j'ai, est-ce que l'éther que vous décrivez, ça serait le frill dont parle Hélène? Alors, pour toutes les particules, en fait, donc dans les particules, il y en a des stables et des instables. Donc les instables, c'est un vortex qui est mal formé et qui ne peut pas tenir, hein, pour moi. Et donc toute cette théorie, en fait, cette physique de l'éther, avait été déjà imaginée, le fait qu'une particule était un vortex, mais c'était déjà ce que la physique, à la fin du 19e, imaginait, donc avec Lord Kelvin, qui s'appelle Thomson, en fait. Et après, j'ai découvert aussi les écrits d'un psychiatre qui était aussi physicien, qui s'appelle Gustave Le Bon, qui a sorti des livres donc en 1905 ou 1907 sur alors c'est la nature des forces ou la nature de la matière. Il a sorti 2 livres. Et
donc, déjà, lui, il avait compris toute cette physique de l'éther, et il avait même calculé la densité d'énergie du vide, qui est celle à laquelle moi j'arrive aussi. Alors, il n'avait pas les équations telles que moi je les ai trouvées, mais tous les principes de base qu'il donne, on les retrouve, donc étaient connus de l'époque d'Einstein, mais Einstein, cette compréhension a été passée sous silence. Je ne sais pas comment est-ce que des forces de l'ombre ont réussi à cacher tout ça, mais donc à la fois les travaux de Tesla, de Gustave Le Bon, tout ça, ça a été perdu et au bénéfice en fait des théories, des idées d'Einstein, mais qui nous ont mis sur une voie de garage. Et donc pour répondre à votre seconde question, sur le frill, j'en parlerai demain. Donc l'éther, il y a trois notions. Il y a l'éther, c'est comme imaginez un océan. Donc l'éther, c'est un fluide, mais qui peut être agité ou qui peut être au repos. Et donc entre un océan, mettons, ou un lac calme, il n'y a pas de vagues, il n'y a rien du tout, donc là, il n'y a pas d'énergie, en fait, vous ne pouvez pas récupérer d'énergie parce qu'il n'y a aucun mouvement. Mais si le lac est agité, s'il y a des vagues, de la houle, là, vous allez pouvoir récupérer de l'énergie parce que, en fait, l'énergie, c'est du mouvement. Donc il y a une différence entre... l'éther lui-même, c'est le support. Ce qu'on appelle l'énergie, c'est soit la pression d'éther, là c'est une énergie potentielle, quand vous avez une pression, et vous relâchez, vous avez une bouteille sous pression, vous ouvrez le robinet, ça sort, il y a de l'énergie potentielle. Et donc il y a la différence entre l'éther et le mouvement d'éther, ça c'est cette énergie, et le frill. Demain, je parlerai ma compréhension du frill. C'est ma présentation de demain. Donc voilà. Merci. Je voulais poser une autre question à Chris. Les travaux de Tesla, ils sont quelque part? Alors Tesla, il publiait des brevets, des expériences, mais sans expliquer sa théorie. En fait, la théorie dynamique de la gravitation. Il l'a gardée secrète et donc dans sa déclaration, donc il avait découvert cette théorie en 1892, mais il en a parlé qu'en 1937, au discours de son 81e anniversaire. Donc il a gardé secrète toute cette recherche pendant toutes ces années. Et il avait... dans ses brevets, on ne comprend rien à ses brevets parce que... il affirme des choses, mais qui sont totalement incompréhensibles par le commun des mortels avec la physique actuelle, tant qu'on n'a pas compris que derrière, il y a cet éther. Et donc, quand il travaillait sur ces bobines de Tesla, il a sorti plein de brevets sur les moteurs, les courants alternatifs, etc. Donc, là, c'est sur de la physique classique, c'est tous les moteurs aujourd'hui synchrone, asynchrone, et tout ce qui tourne autour du courant alternatif. Mais à partir de 1892, il s'est intéressé à ces bobines de Tesla, mais qui aujourd'hui ne servent à rien officiellement au quotidien, parce que ces bobines de Tesla, ça servait à activer, à aller chercher les propriétés de l'éther. Et on se demande pourquoi Tesla veut chercher. Donc il cherchait à faire osciller des bobines du courant alternatif, mais avec des millions de volts et puis des centaines de kilohertz. Mais on se dit à quoi ça sert? Et donc ça servait à aller à la limite de la physique, à la limite des caractéristiques du vide pour trouver les propriétés de l'éther. Mais donc il n'a jamais publié ces théories. Ah oui, donc il avait des prototypes et il a développé plein de choses, mais personne ne comprenait rien. Et la physique théorique qui était sous-jacente, il ne l'a jamais donnée. En fait, donc tout ça, ça a été récupéré à sa mort en 1943. Donc il y a toute une histoire sur le fait les dossiers secrets du FBI. Et donc, alors, je conseille aussi un livre extraordinaire qui s'appelle Au-delà de l'impossible, qui a été écrit par Didier von Kovelart et qui raconte, ça se passe en 2016, la même période où moi je me suis intéressé à Tesla. C'est la médium Geneviève Delpech, la femme de Michel Delpech, qui communique avec Tesla, avec l'esprit de Tesla. Et donc moi, ça a commencé aussi à la même époque, ou disons juste après, quand j'ai eu l'impression d'être guidé
Mais Geneviève Delpech, dans le livre Au-delà de l'impossible, elle prend une photo et elle arrive à avoir le spectre de Tesla en photo. Donc si vous commandez, en fait, on ne trouve cette photo que dans la version Kindle du livre Au-delà de l'impossible. Il y a la photo du spectre de Tesla prise par Geneviève Delpech. Et donc dans tout le livre, on raconte comment la conscience de Tesla donne plein d'informations, et en particulier le numéro du dossier secret du FBI. Donc il y a un dossier public que le FBI a publié, et dedans il y a plein de sur les archives de Tesla, mais là c'est toutes les lettres de gens qui demandent à accéder aux archives de Tesla, mais il n'y a rien d'intéressant. Mais le dossier que Geneviève Delpech, le numéro de dossier du FBI que Geneviève Delpech a réussi que Tesla lui a donné, ou la conscience de Tesla lui a donné, c'est le même numéro de dossier plus 1, je crois. Donc c'est pas le même numéro de dossier. Donc il reste un dossier secret concerné sur les archives de Tesla, et donc toutes les théories de Tesla en fait sont aujourd'hui dans ce dossier secret. Chris, j'ai une question avec ma petite culture de physique. Il semblerait que la vitesse de la lumière soit la frontière entre la relativité d'Einstein et le monde quantique. Je suis là. Ok, voilà. Oui. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez du modèle Janus de Jean-Pierre Petit? Donc c'est ma conférence que j'ai donnée l'année dernière aux Rencontres Galactiques, ici même il y a un an. Donc faut retrouver, c'est sur ma chaîne YouTube Chris Esson, Science Interdite. Donc ma conférence, je compare la physique de l'éther aux idées de Nassim Haramein et aux idées de Jean-Pierre Petit. Et Jean-Pierre Petit, en fait, n'accepte pas l'éther. Il a remplacé l'éther avec des masses négatives. Donc, alors c'est quelqu'un que ça a été mon mentor, en fait, Jean-Pierre Petit. J'ai démarré grâce à lui. J'ai étudié pendant de nombreuses années tous ses livres et toutes ses théories. Malheureusement, nos chemins se sont séparés parce que la théorie Janus est une prolongation de la relativité générale, où il garde les hypothèses d'Einstein, et en disant le vide est vide, mais il va rajouter de la matière négative dans un univers jumeau, donc avec une approche aussi purement mathématique. Donc là, on refait des maths sans chercher à comprendre les vraies origines, les vrais phénomènes physiques. Donc c'est une prolongation de la relativité générale, donc qui, d'un point de vue mathématique, est conforme à certaines observations, mais d'un point de vue physique, pour moi, c'est pas les bonnes hypothèses. Et on devait faire un débat où j'avais un journaliste de radio qui souhaitait faire une émission de radio avec Jean-Pierre Petit et moi, mais bon, Jean-Pierre Petit n'a pas souhaité faire cette émission. Mais donc pour moi, malheureusement, alors je pense aussi, Jean-Pierre Petit a beaucoup travaillé sur le dossier HUMO, et toutes ces informations, ces travaux se sont appuyés sur le dossier HUMO. Et le dossier HUMO, pour moi, il y a un fond de vérité où il y a les humites, ce sont une race qui existe aussi vraiment. Et les humites sont justement, d'après les informations que nous donne Elena, ont une mission d'informer la Terre. Et donc, je crois qu'effectivement, ou je pense que oui, c'est tout à fait plausible que dans les années 60, des vrais humites ont cherché à prendre contact avec des terriens. Mais la CIA, à côté de ça, elle a un rôle de désinformer. Et donc je serais à la CIA, voyant que des vrais humites communiquent avec des terriens, eh bien il va falloir brouiller le discours, et rien de plus facile que de créer des fausses lettres qui vont venir polluer les vraies informations. Et puis les chercheurs qui travaillent sur ces lettres vont s'engouffrer dans la brèche. Ils vont prendre pour argent comptant toutes les informations des lettres humites en général, y compris la désinformation. Et Jean-Pierre Petit a été contacté, pas tout de suite, il a été contacté plus tard, mais c'était pour moi typiquement la personne en France, parce qu'il a un niveau en physique extraordinaire, et il a travaillé sur la mécanique des fluides, la physique des plasmas, la MHD, puis après la cosmologie. Moi, j'ai pas du tout son niveau là-dessus, pas du tout. Mais je pense qu'il a été piégé. Mon interprétation, c'est qu'il a été piégé justement par un processus de désinformation pour empêcher, alors que c'était lui pour moi qui aurait dû trouver ce que j'ai trouvé, mais ils ont
des forces de l'ombre ont pour moi cherché à l'aiguiller sur une autre voie pour retarder cette divulgation. Voilà mon interprétation. C'était quelle sorte de yoga que vous avez fait pendant 1 an, 1h30 par jour? Bon, c'est du hatha yoga normal, mais avec quelques petites différences, c'est-à-dire que au fil de ma progression là-bas à la base, la biologie m'a montré l'exemple, c'est-à-dire la posture de base, la position de base, c'est-à-dire l'entrée en posture, la préparation pour entrer en posture, l'entrée en posture, le maintien de la posture et la sortie de la posture. Donc, après, petit à petit, je me suis adapté la posture à mon physique. Maintenant, je pratique déjà, à l'époque j'étais jeune, donc j'avais 23 ans, 24 ans, ainsi de suite. Et là, je pratique certaines postures de manière un petit peu différente, un peu plus lente en entrée dans la posture, en préparant bien le corps à l'acceptation par mes organes, au niveau des nerfs, au niveau des ligaments, etc., que le corps accepte la posture. Donc, je prends la posture déjà en position beaucoup plus lentement. Je la maintiens peut-être plus longtemps qu'à l'époque. Et en sortie de posture, je fais également de la même manière. Sachant qu'aussi, autant pour la prise de la posture que lorsque je maintiens la posture et en sortie de la posture, il y a toujours la respiration avec un rythme particulier. Ok. Merci. La question, elle est pour toi, Chris. Quand est-ce que tu vois la libération, la mise à disposition des brevets liés avec les moteurs à énergie libre? Non pas une date avec un jour et une heure, mais une tranche, une échéance, à peu près suivant ce que tu sais de ce qui se joue, parce que je pense que tu suis beaucoup l'actualité via Elena, évidemment, et le docteur Michael Salla. Merci. Alors, il y a une volonté apparemment du gouvernement américain de commencer à libérer certaines de ces technologies, ou même le général Quast, que j'avais cité ce matin dans l'introduction, et donc a été cité à nouveau par Michael Salla, avait, donc, dans ce fameux discours de 2019, dit qu'ils ont ces technologies d'énergie libre, d'antigravité. Et il y a une task force qui a été créée aux États-Unis, donc, qui a été annoncée au Congrès américain, c'était genre février-mars cette année. Alors, c'est cette divulgation, où donc il y a des auditions, mais ça traîne, et donc il y a 2 courants qui s'opposent, entre ceux qui veulent divulguer et ceux qui freinent des cas de fer pour la divulgation. Donc, est-ce que cette divulgation viendra des États-Unis? Je ne sais pas. Ou est-ce que via la France, moi je milite ou j'essaie de trouver comment la France peut avoir aussi un rôle à jouer. Ça sera le débat justement qui va suivre. C'est comment la France peut avoir aussi un rôle moteur dans cette divulgation, parce que ceux qui disposent de ces technologies, que ce soit les Américains, les Russes, les Chinois, s'ils ont des années d'avance sur le reste du monde, est-ce qu'ils ont vraiment intérêt à dire, regardez, on a ces technologies. Chaque année où ils gardent ça secrète, c'est une année d'avance sur les autres. Donc pour moi, ces pays n'ont pas intérêt à se presser, à divulguer, et c'est plutôt ceux qui ont du retard qui ont intérêt à pousser la divulgation. Donc il va y avoir des luttes, et puis dans cette divulgation, entre les vraies informations, les fausses informations, il va y avoir encore toute une bagarre. Je milite au quotidien pour faire avancer les choses, mais quand est-ce que ces technologies vont vraiment sortir? Je ne suis pas devin. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Vous avez abordé votre expérience, je crois que vous aviez 23 ans et vous aviez dit qu'elle avait changé votre vie. Et je crois qu'on peut l'imaginer. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu sur comment ça a dû changer votre perception, le regard sur le monde, après cette expérience inouïe? Ça, c'est un vaste programme, ça. D'abord, c'est assez extraordinaire, c'est que vous changez du confort de vos convictions, je dirais même de vos convictions spatiales. Donc quand on est aviateur, on sait pourquoi on vole, on sait l'atmosphère, on a des tas d'études. Et après avoir vu ça,
ça m'a obligé de rechercher. Donc, c'est une histoire personnelle, en fait. C'était moins, si vous voulez savoir s'il y avait des extraterrestres, que pourquoi moi je les avais aperçus, ou pourquoi ils étaient venus à moi. Et alors, quand je pourrais dire, après, j'ai fait des études sur le cerveau. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Ça m'a tellement, je veux dire, attaqué sur mes convictions et sur notre petit univers. On se rend compte qu'on est adapté à la vie sur Terre, qu'on a une éducation, qu'on a des principes, qu'on a des choses morales. On a beaucoup de restrictions alors qu'on est une énergie. Comme disaient des fois les vieux guerriers, l'énergie vitale que les dieux ou que nos parents nous ont donnée, c'est pour faire quelque chose de bien. Et là, ça m'a fait changer de dimension. Bon, j'étais militaire, j'étais pilote de chasse. C'était une période où la guerre était potentielle. Comme je disais, bon, on était prêt à la limite à partir, à décoller à n'importe quelle heure pour aller taper sur les Russes et les neutraliser. Et là, j'ai commencé à chercher pourquoi je pensais ce que je pensais. Et mes hémisphères cérébraux, j'en ai parlé un peu ce matin, c'est vraiment quelque chose, c'est pas qui a inventé le cerveau, mais c'est une chose qui est extraordinaire, c'est infini. C'est qu'on est capable de tout et de son contraire, on est capable de voir toutes les convictions et leur contraire, et ça m'a changé un peu ma conviction ou mon rapport avec l'humanité, les gens que nous sommes. On est une énergie positive qui nous amène à l'amour, qui nous amène au contact avec les gens, qui nous amène à créer. Et également, de l'autre côté, l'autre cerveau, c'est la peur. La peur qui rend les gens méchants. Quelqu'un qui vous agresse, c'est quelqu'un qui est malheureux, qui a une souffrance quelque part. Tout ça, ça se compense. Le bien attire le mal. Et quand le mal va trop loin, le bien le reprend. C'est toujours cette espèce de continuité. Et alors, la recherche à moi, j'ai été contacté, les choses arrivent en fait, par un professeur qui s'appelle le professeur Le Bihan. Et c'était un type qui est parti aux États-Unis, évidemment, parce que bon, on lui a donné les moyens. Et ça, je voulais savoir comment fonctionnait ma pensée, mon cerveau, mon intuition, l'énergie vitale que j'avais de temps en temps, et puis les côtés aussi déprimants que je pouvais avoir, les culpabilités qui remontaient. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'était un peu comme on raconte son histoire, mais un peu différente. Ce type-là avait inventé l'IRM du cerveau. C'est-à-dire qu'on rentrait dans un IRM et on voyait fonctionner le cerveau. Son intuition, c'était les molécules d'eau qu'on a dans le cerveau. On a 98% de flotte dans le cerveau. Et la manière dont il les activait. Ça veut dire qu'il voyait comment l'énergie naissait et se baladait dans le cerveau entre l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit, l'hypothalamus. C'est un truc... La première fois que j'ai vu mon cerveau, moi, dans cette machine, je l'ai vu en temps réel, j'ai une espèce d'émotion, j'ai dit, qui a inventé ce truc-là? Pour moi, c'était infini, c'était l'énergie infinie qui allait aussi bien dans la création que dans la destruction. J'étais une espèce d'extase de voir ça. Et là, j'ai compris, en fait, que... comment je pourrais dire? On est infini, on fonctionne sur un petit noyau, en fait, un petit noyau dur. Alors que ça, suivant les événements qu'on va se créer, suivant les événements qui vous arrivent, ça peut être l'amour, ça peut être un deuil, on a des possibilités infinies. Il y a même des gens qui ont compris des pètes au cerveau, comme les enfants qui sont un peu... Et là, il y a un moment, si vous avez assez d'énergie en vous, il va se concentrer pour vous trouver une justification de votre vie ou une intelligence particulière. On parle des gens qui sont passionnés par l'infini, qui veulent comprendre, qui veulent savoir, qui ont des théories. On a Einstein, on a tout ça. Qu'est-ce qui leur arrive? C'est quelque part, il y a une connexion particulière, il y a un programme qui s'est mis en place. Et comment je peux vous dire ça? Donc les rapports avec moi-même ont changé, et les rapports avec ma vie aussi ont changé. C'est marrant que je n'arrive pas à vous en parler un peu comme j'aimerais, parce que c'était vraiment une aventure formidable. C'est un peu comme dans la vie, en fait. Vous avez un moment où soit vous naissez avec une motivation, et l'énergie vitale vous amène à réaliser ce que vous devez réaliser, vous ne pouvez pas y échapper, soit vous passez toute votre vie à chercher à comprendre pourquoi vous êtes ce que vous êtes, et vous cherchez qu'on vous dise ce que vous avez envie de faire. Soit, et également, cette espèce d'énergie, le cerveau, c'est comme un émetteur-récepteur. C'est un émetteur-récepteur, là vous m'écoutez, vous recevez. Moi j'émets une idée. Et si ça rentre dans votre champ de vision, ou dans votre champ de valeur, ou dans votre champ d'énergie, ça va vous apporter quelque chose, ou vous allez avoir de l'attention, ça va vous donner des éléments. Et moi, quand j'étais devant cette chose-là, d'avoir vu mon cerveau, d'avoir vu mes idées, c'était extraordinaire. C'est que moi, ça m'a fait accepter un peu ma vie. Bon, je dirais que quand on a des naissances qui sont parfois difficiles, des naissances qui se pensent bien. Et qu'est-ce qui fait un destin, en fait? C'est que la manière dont vous allez, la manière dont vous allez être conçu, j'allais dire au niveau de votre mère,
Le jour, elle est dans un moment de l'amour avec son homme, hein, elle est fécondée. Déjà, il y a de l'amour, il y a de l'énergie positive, et déjà la petite cellule, elle est déjà bien, parce qu'elle va prendre des forces positives de l'univers. Si la maman est heureuse de le porter, hein, je peux vous dire qu'elle va lui donner du bon liquide amniotique, et le bébé, il va se nourrir, c'est 4 à 5 litres que prend le bébé par heure, il va avoir du bon cru, je veux dire. Et la naissance doit être comme une petite épreuve quand même, parce qu'il va quitter un niveau, il va quitter un milieu dans lequel il est bien, si maman va bien. Donc la naissance, il faut une épreuve, parce que ça, quand il va arriver de l'autre côté, dans notre univers, c'est différent, quoi. Il y a un traumatisme. Alors déjà, ça va lui donner, lui, dans sa vie après, c'est qu'il va quitter un bon milieu pour une épreuve, il va savoir qu'il va être qui sait le faire, qui va réussir, parce que s'il est reçu par ses parents, par sa mère dans un élan, un flot d'amour, etc., il a son cerveau au niveau des cellules, au niveau de l'énergie des cellules, la vie est belle pour lui. Il est reçu, il est accepté. Bon, et le contraire existe aussi, parce que vous pouvez naître dans un milieu où c'est pas le moment, ça s'est mal passé, et vous sentez que on ne vous reçoit pas, quoi. Vous êtes le plus grand traumatisme que vous pouvez avoir quand vous êtes bébé, même enfant, c'est le sentiment d'abandon. Vous n'êtes pas là pour faire plaisir, vous êtes là pour emmerder le monde. Et ça vous donne deux destins différents. Ce qui ne veut pas dire que celui qui naît bien va faire un destin fabuleux, ça ne veut pas dire que celui qui a pris beaucoup de souffrance au départ, ça va le tremper comme un sable de samouraï pour lui donner une existence ou un destin fabuleux. On voit ça tout le temps, on a des hommes politiques qui ont besoin d'une reconnaissance rare. Des fois, c'est positif, parce que quand le chef est bon, la troupe est bonne, et quand le gouvernant est bon, le peuple devient bon. Quand c'est le contraire, c'est pareil, ça devient du négatif. Et là, pour vous, c'est pareil, un peu quelque part. Donc, vous allez vous autoriser à accepter, d'ailleurs, à vous donner le droit de savoir ce que vous êtes et de vous autoriser à réussir cette énergie vitale. Vous allez en faire du bien, vous allez en faire quelque chose qui va être une souffrance. Et c'est un peu tout notre destin. Et moi, après cette espèce de rencontre que j'ai eue, ça m'a donné le désir de rechercher. Et quand vous êtes motivé par quelque chose, la vie, c'est comme un grand magasin. Vous allez trouver ce que vous voulez. Vous allez faire la bonne rencontre si vous vous autorisez à progresser dans le bien. Vous allez faire la mauvaise rencontre si votre programme, c'est que la vie, c'est de la merde. On est là pour souffrir. Alors la religion, on est là pour souffrir pour un mérite essentiel. Donc la réponse, c'est que cette rencontre-là m'a donné un vrai besoin de savoir pourquoi on était sur cette terre, qu'est-ce qu'on allait y faire. Et je dirais les rapports avec, je dirais, Dieu ou les dieux ou l'inconscient. Hein, notre cerveau, c'est un outil extraordinaire. C'est un outil extraordinaire, on ne l'utilise même pas à 10 ou 15%. La conscience, c'est l'image que j'ai de la conscience qu'on peut avoir quand vous m'écoutez, c'est comme, je veux dire, un glaçon dans un verre de whisky. La conscience, c'est ce qui dépasse. Par contre, ce qui fait notre destin, notre vie, c'est toute l'énergie qui est au fond. Vous voyez, un iceberg, on voit que la surface, mais le fond est extraordinaire. Et notre énergie, c'est un peu ça. Et il y a des facteurs déclenchants dans notre vie qu'on attire ou qu'on n'attire pas, qui vont nous faire rechercher tout ça. Donc après, ça peut vous donner un sentiment de bien-être de la vie, ou alors vous continuez à chercher. Mais il faut un peu de souffrance. La souffrance vous donne envie d'arriver à le bonheur. Et il y a une vieille théorie qui disait, c'est que le bonheur attire le mal tout le temps. Vous avez vu qu'à chaque fois, il y a il y a plein de progrès dans notre humanité. Il y a toujours des gens qui s'en servent pour faire du mal, pour prendre le pouvoir. Parce qu'ils ont peur. Et par contre, l'autre partie, c'est de faire du bien. Et quand le mal va trop loin, le bien reprend le dessus. Et ça fait faire un progrès. Je dirais, on parle des guerres, vous savez, les plus grands progrès qu'on a fait pour le corps, c'est-à-dire toutes les grandes opérations, les trucs comme ça, c'était dû à la guerre, en fait. Les remèdes, les antidouleurs, etc., les amputations. Le travail sur le cerveau, c'est fait aussi pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui recherchent pourquoi on est bien, mais surtout pourquoi on est mal. Quand vous êtes bien, vous êtes peinard, vous êtes dans les bras de votre amant, vous êtes dans un paysage, etc., il n'y a rien d'autre à faire. L'énergie circule, vous êtes dans un état de bien-être. Pichonnez-vous, comme on disait. Si ça va mal, vous allez aller chercher pourquoi. Pas forcément dans la bonne direction, et avec les bonnes religions. Et la religion aussi, c'est ce qui mène le monde. Je vous raconte une histoire, c'est que dans une période, moi j'étais un guerrier finalement, pour faire la paix, on est à une période où ça brasse un peu, et on a retrouvé des textes chez les Esséniens, 2000 ans avant Jésus-Christ. On a retrouvé, vous savez, des trucs, les gens ont réussi à traduire, et c'est l'histoire de deux chefs de clans qui se promènent, qui explorent le monde. Parce que dans l'être humain aussi, on a envie de voir un peu ce qu'il y a de l'autre côté. Et là, à un moment, ils arrivent dans un endroit, il y a de l'eau, il y a de la culture, il y a des arbres, il y a des nourritures. C'est chouette, quoi.
Et il y en a qui dit, regarde mon frère, ça c'est la récompense de Dieu envers les hommes justes. Bon, vous disiez ça maintenant, vous dites pas qu'il y avait de l'humanité, mais surtout que c'était important. Qu'est-ce que dit le deuxième? Le deuxième lui dit, oui, d'accord, oui, les hommes ils sont bien, des hommes justes sûrement, la récompense de Dieu, pourquoi pas, mais ils sont faibles. Et l'autre il dit quoi? Ils sont faibles. Oui, ils sont faibles, ce sont des faibles, et nous on est forts. Nous on est forts, et parce que nous sommes forts, Dieu nous ordonne de les attaquer. Et là vous avez toute l'histoire de l'humanité. Quand vous regardez l'histoire de l'humanité, les Grecs se sont fait bouffer par les Romains, qui se sont fait bouffer par les Arabes. Il y a toujours quelqu'un qui naît à un moment pour vous conquérir ou prendre le pouvoir. Et vraiment, l'humanité, je dirais, n'acquiert pas forcément de supplément d'âme. Il y a toujours, vous êtes bien quelque part, il y a quelqu'un qui a envie de venir vous prendre ce que vous avez. Et je veux dire, on peut se poser la question, on a la peur de l'humanité actuellement, c'est qu'on est reparti aussi dans un cycle de déséquilibre avec des conquêtes de pouvoir. On a des chefs d'État qui sont... Il y en a un, c'est l'argent, l'autre, lui, je vous parlais de Poutine, moi, j'ai connu ça, c'est que lui, il avait passé jusqu'à 22 ans, c'est un type qui avait peur, qui était au KGB, c'était une sous-merde, quoi. Puis à un moment, paf, il veut que le monde soit à ses pieds. Donc l'année est toujours incertain, mais profitable quand même. Merci, Jack. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de questions. Il n'y a pas eu beaucoup de questions pour Paul. Alors moi, j'ai une question pour Paul. Parce que on a eu une présentation extraordinaire de toute l'ufologie en Russie. Et je pense que en fait, pour moi, il y a un lien direct entre la guerre froide, la course à la bombe atomique et cette présence extraterrestre, ou cette surveillance par les extraterrestres. Et donc, tous les essais côté russe, en même temps que les Américains, mais donc, y a-t-il effectivement cette corrélation forte entre toute la course à la guerre atomique et tous les cas ovnis, ou une majorité de cas ovnis en URSS ou en Russie, liés à cette course à l'arme atomique? Thank you for asking. Oh, absolutely. Merci de me demander. Il y a de nouveaux des recherches sur la force atomique. Mais en 1997, il y a eu un cas intéressant, une affaire intéressante. Ils étaient en train de travailler sur des armes atomiques. Et il demandait ce qui se passait, et Moscou a dit que tout allait bien. Moscou ne contrôlait pas grand-chose. Donc oui, l'UFO, les ovnis ont surveillé certaines affaires. Et c'était terrifiant. Et quand cette séquence a commencé, l'ufologie, la science des ovnis, a démontré leur volonté d'avancer, et c'est une autre situation nucléaire. Si on cherche par exemple sur Wikipédia le nombre de têtes nucléaires qui avaient été développées pendant la guerre froide, mais c'est terrifiant. On parle de 30 000 têtes nucléaires. Vous imaginez ce que ça veut dire, 30 000 têtes nucléaires qui sont prêtes à exploser. Oui, mais 30 000 têtes, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font avec 30 000 têtes nucléaires? Mais ça a été vraiment, avant les accords de désarmement où il reste encore plein. Et donc si là-haut, ils ont un rôle de surveillance, qu'on joue avec le feu et qu'il faut éviter que ça pète, on peut imaginer qu'ils ont eu du travail, côté américain, côté russe, pour éviter et nous faire prendre conscience de la dangerosité de ces armes. Absolument, je ne sais pas de quel côté ils sont, je pense qu'ils sont de leur propre côté, mais il faut penser au nucléaire du côté des commandos. Quand il ressent le danger, il ne peut rien faire. Il ne peut pas contacter le centre.
Et ça peut se produire tous les jours. Donc ce matin, vous nous avez évoqué à un moment donné que vous étiez toujours en contact avec l'état-major de l'armée de l'air. Cet après-midi, on a eu beaucoup d'informations sur la Russie et sur la Chine. Qu'en est-il de la France aujourd'hui? Est-ce que vous avez des informations que vous avez l'autorisation de nous divulguer par rapport à la position de la France, par rapport au phénomène OVNI aujourd'hui? Je vais vous dire d'ailleurs ce que je peux dire. C'est qu'avec Chris, on est allé voir les chefs d'état-major de l'armée de l'air et on les a invités à venir, ça c'est la situation tactique actuelle, à venir écouter tout ce qu'on va avoir comme information là. Je rappelle, que je disais hier, c'est que c'est le politique qui commande les armes. Il fait ce qu'il veut. On a un président, il est comme il est. Et le militaire, lui, il les exécute, les armes. Mais il ferme sa gueule. Ça veut dire que si on est un peu militaire parce que on a une passion, on a un idéal, on veut sauver votre pays, on est prêt à prendre des risques et même après se sacrifier. Mais en dernier recours, c'est le président. C'est lui qui déclenche et qui ne va pas. Ça veut dire qu'il y a une hypocrisie absolument redoutable entre les informations qu'on nous donne, qu'on vous donne, les informations qu'on peut avoir. Bon, moi, je peux vous dire qu'on a des chefs d'état-major là qui sont des types extraordinaires, non pas parce que j'étais ancien militaire, parce qu'il y a dans toutes les populations, il y a des gens extraordinaires et parallèlement, il y a des vrais cons. Mais les cons nous servent de point de repère, en fait. Heureusement qu'on les a. J'aime bien le répéter. Donc, non, mais c'est comme ça, la vie. Vous savez bien qu'on peut être excellent dans un certain domaine et lamentable dans d'autres. Et ce que je veux dire, il s'écrase tout en s'informant. Et là, on avait une écoute tout à fait favorable, pendant un moment, mais on savait quand même que... Et bon, voilà, c'est pas la préoccupation de nos politiques actuellement. Là, je vais pas vous faire une analyse politique, vous avez tous les informations, mais on est baratiné, on est balancé dans des choses qui sont non pas dans la réalité, parce que la réalité, c'est l'économie. Un État, c'est une entreprise qui doit être bien gérée. Le patron, moi j'ai transporté des patrons qui me disaient que ce qu'on me fait faire, j'ai une responsabilité de 100 ou 200 ouvriers, 200 familles, je dois leur trouver du boulot, et puis les rémunérer en fonction de ce qu'ils rapportent et que ça marche bien. Alors c'est pas du tout ça. Actuellement, on a des politiques qui sont là pour tout casser, puisque quand on sème le chaos, on fait, vous savez, si vous naissez pour être quelqu'un pour être un chef, vous prenez un peuple, vous foutez une trouille interne et externe, et vous arrivez en des moments, je suis le sauveur, je suis le messie. On va voter pour vous. Et là, je ne vais pas faire de la politique, mais il y a des gens qui critiquent tout, qui veulent tout casser pour qu'à la fin, ils soient là pour dire c'est nous les sauveurs, quoi. Donc, les rapports avec les extraterrestres, c'est sûr qu'il y a des militaires qui sont intelligents. Il y a des gens qui sont là-dedans parce qu'on leur donne une possibilité de recherche et qui sont tout à fait ouverts à ces choses-là. Et je vais vous dire aussi notre aptitude de réceptivité du cerveau. Quand vous voyez des grandes choses qui se passent dans l'humanité, que ce soit les grandes avancées, il y a toujours, que ce soit l'aviation. Imaginez un Gaulois qui voit passer un avion. Je dirais un Blériot, tiens, un Blériot, pout. Qu'est-ce qu'il va penser le Gaulois avec ses connaissances de l'époque? Bon, c'est le diable, forcément, ça sera la religion, ça sera les dieux. Bon, nous, on est peut-être un petit peu au-dessus du niveau des Gaulois par rapport aux connaissances acquises, mais c'est encore que dalle par rapport à tout ce qu'on recherche. Pour avoir les explications de l'univers, pour avoir les explications qui pourraient nous rassurer surtout. Parce que les explications qu'on a sur l'univers, elle est de mal. Il y a des scientifiques qui vont dire, bon, ça va être l'avenir de l'humanité, puis d'autres pas du tout. Parce qu'il y a aussi, Yana vous en parlera, il y a peut-être aussi il y a des gens aussi peut-être de l'autre côté qui sont là pour nous prendre et pour prendre un pouvoir sur nous. Et on projette aussi nos propres préoccupations, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu la paix dans le monde. Comme je vous disais la petite histoire tout à l'heure, il y a toujours des gens qui sont là à prendre le pouvoir et à vous sacrifier. Alors, dans l'armée de l'air, il y a des gens qui font de la recherche, je peux vous le dire, disons qui ont des hémisphères cérébraux qui sont bien étoilés, mais ça reste très très confidentiel. Par contre, alors je vais vous dire un peu, les Américains, ils savent manipuler avec ça, parce qu'ils en font un jour, ça existe, ça leur permet de détourner l'attention et un peu la peur de l'humanité en cachant des choses vraiment graves, parce que ça nous fait réfléchir quand même, l'espace, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, c'est fabuleux. Et puis quand ça ne les intéresse pas, ça n'existe pas. Nous, on a une certaine pudeur, disons, dans nos autorités. Bon, de temps en temps, quand les chaînes de télévision n'ont plus rien à foutre, ils font un scoop, ils nous balancent 2-3 trucs, ils ne sont pas idiots tout le temps. Il y a quand même des choses qui passent bien. Mais
pour ce qui concerne la France, c'est pour le moment, c'est pas la préoccupation principale, quoi. Oui. Alors, je voudrais ajouter quelque chose. Ça va être, de toute façon, ça va être cette question, ça va être toute la thématique du débat qu'on va avoir après le dîner à 21h pour voir comment faire avancer la divulgation. Pour moi, maintenant, comme je disais ce matin, les 3 verrous qu'il faut lever, c'est le verrou côté grand public, mais tant que les verrous côté autorité et scientifique ne sont pas levés, le grand public aura du mal à suivre, ou ce verrou-là aura du mal à être levé aussi. Donc ça sera le débat de tout à l'heure. Je me demandais par rapport à la présentation que vous avez faite, quand vous avez présenté cette idée effectivement pour faire un vortex dans l'éther qui annule la masse, qui annule la gravité. Moi j'avais juste une petite question en fait par rapport à ça, c'est est-ce que le vaisseau, quand il a plus de masse, plus de gravité, quand il reste dans une atmosphère terrestre, est-ce qu'il est quand même influencé par exemple la pluie, le vent ou les phénomènes météorologiques qu'il y a sur Terre? Ou pas, parce qu'il a plus trop de masse? Non, il n'y a pas de... Oui, mais ce vortex isole totalement le vaisseau de tout ce qu'il y a autour. Et donc, la MHD qu'avait imaginé, par exemple, Jean-Pierre Petit dans les années 70-80, était un principe, par exemple, pour chasser l'air, pour que le vaisseau puisse avancer. Mais l'antigravité, telle que les pratiquent ces engins, remplace ce principe de MHD, et donc les molécules d'air sont chassées, donc ils sont pas du tout influencés par cet environnement. Tout d'abord, merci pour votre témoignage. Et je voulais juste vous demander si vous pourriez nous décrire un petit peu comment c'est un petit peu dans les vaisseaux spatiaux, et nous décrire aussi les types de personnes qui vous ont prises justement. Ce sont des personnes qui, comment dirais-je, ont une avance quand même déjà spirituelle sûrement pas sur l'humanité. Hein. Ce sont des gens qui sont très réfléchis, qui parlaient peu, mais lorsqu'ils parlaient, c'était quand même, ils savaient ce qu'ils voulaient. Hein. J'ai eu l'impression aussi, quand j'étais à la base, que la programmation du lendemain et le tout était réalisé. Hein. Parce que, comment dirais-je, ils aiment bien que tout soit ordonné, préparé à l'avance, et qu'il n'y ait pas de, on va dire, peut-être pas de débordements, mais des choses qui pourraient influencer dans le mauvais sens les événements ou les programmes qu'ils ont mis sur pied. Voilà, c'est pour ça, j'en ai parlé ce matin, mais c'est pour ça que j'ai eu, comment dirais-je, une forte impression que, si vous voulez, ils n'aimaient pas, comment dirais-je, que les gens, même chez eux, ils amenaient des gens dans des grands vaisseaux, je l'ai dit ce matin, pour visiter des planètes qui étaient moins évoluées, où il y avait des guerres, etc. Alors, il leur montrait donc, par des images, comment dirais-je, la manière de vivre déjà, la manière des dirigeants, comment ils faisaient, comment ils trompaient l'humanité, etc. Et alors, ils m'ont dit, chez nous, il y a eu des gens, il y a toujours des gens, des gens des consciences qui veulent des fois changer les choses ou modifier autrement. Alors, bien sûr, quand c'est dans le bon sens, tout le monde, chaque personne est écoutée. Il n'y a pas de personne plus grande que l'autre. Tout le monde est, si vous voulez, au même niveau. Chacun peut s'exprimer. Et s'il y a quelqu'un qui a une idée nouvelle, il peut l'exprimer. Et automatiquement, toute la communauté en bénéficiera, tandis que sur votre planète, quelqu'un fait une invention, il va chercher à en tirer profit, il ramassera des millions. Et par contre, à côté, il y aura des personnes qui vont crever de faim. Et vous voyez, comment dirais-je, vous avez développé l'électricité chez vous, on met un compteur, vous montez un compteur électrique, vous mettez des compteurs à eau et vous faites payer les gens. Et c'est pas tout à fait normal, parce que l'eau, elle est normalement gratuite, bien sûr, il faut payer les infrastructures, puisque dans votre monde, vous fonctionnez avec de l'argent. Mais chez nous, c'est pas comme ça. Et si vous voulez, chez nous, par exemple, quelqu'un qui fait une belle invention, on va l'adopter, elle sera mise très rapidement au service de tout le monde, mais la personne, son invention, il sera félicité, bien sûr, mais ça ne fonctionne pas avec de l'argent.
Et au niveau des vaisseaux spatiaux à l'intérieur, vous pourrez nous en dire un peu plus? Ah ben les vaisseaux spatiaux, c'est bon. Après, je sais pas trop. Bon, disons que c'était éclairé. Je voyais pas des ampoules ni rien, mais il y avait un éclairage blanc particulier, très très joli, très beau d'ailleurs. Après, les tableaux il y avait les tableaux de bord avec des images, avec ça zigzague de partout, etc. J'ai vu lors de de notre transfert de l'Inde pour venir ici en France et repartir, il y avait, comment dirais-je, à peine ils touchaient, même pas les touches, ils passaient juste à côté comme ça et ça changeait de direction et autres. Alors ah oui, j'ai oublié, je l'ai pas dit ce matin, mais après la rencontre avec le Mirage 3, quand on est parti, la biologiste m'a dit on va partir vers l'Allemagne. Alors, j'ai vu la Terre approcher à grande vitesse, et pendant un bon moment, je ne sais pas, quelques minutes peut-être, c'était carrément, on était carrément au ras des arbres, au ras du sol, alors les collines comme ça. Mais on ne sentait rien. Mais on voyait, c'est impressionnant de voir à une vitesse pareille comme ça. Oui, il y avait des collines, etc., des collines, des vallées, alors on passait comme ça. Hein, voilà, alors je voyais, mais nous on ne bougeait pas. Mais par contre l'image, c'est impressionnant, hein, j'avais peur chaque fois qu'on rentre dans la colline. Hein. Et après on a l'Allemagne, et puis après on a changé de direction, et on est parti, par contre aussi, en montant très haut, et on est parti vers de nouveau pour rentrer. Merci Robert. Le firmament et la glande pinéale ont été évoqués. Depuis tout temps, beaucoup de gens qui analysent des informations par cet instrument-là, ou par leur être, leur conscience. Et ce qui m'interloque, c'est pourquoi des civilisations entières, notamment très spirituellement évoluées, ont toujours dessiné notre terre, que ce soit sumérienne, babylonienne, perse, et j'en passe, de tout temps, avec un firmament et un soleil et une lune à l'intérieur. Qu'est-ce qui fait que des milliers d'années, des millénaires plus tard, on a une interprétation différente de ce que serait notre monde, alors que, voilà, donc peut-être que vous avez un retour tangible d'expérience, sorti du corps ou pas, peut-être plus intuitif que rationnel, mais voilà, c'était ma question pour vous quatre. Moi, je ne sais pas répondre. Je vais laisser juste moi. Moi, je ne sais pas répondre à cette question. Donc, si l'un des quatre sait répondre. Bon, disons que, comment dirais-je, même des fois, comment dirais-je, l'être humain, nous sommes faits comme ça. Il y a des gens qui ont eu le pouvoir, qui ont utilisé dans certaines vies autrefois, ils se sont réincarnés maintenant, donc, mais ils ont utilisé l'énergie et leur capacité physique et mentale à un moment donné pour d'abord leur bien-être personnel. Ensuite, ils ont petit à petit dérapé vers le sens du négatif. Et il y en a eu d'autres qui ont suivi, puis petit à petit, il y en a quelques-uns plus forts que les autres qui ont pris le pouvoir. Ils ont été dominés au niveau psychique par d'autres qui employaient justement leur force, leur capacité physique pour pouvoir dominer les autres, donc les écraser. Et c'est comme ça que certaines civilisations ont commencé à décliner jusqu'au jour où il y a eu les grands cataclysmes, et ça a disparu, sachant que toute pensée est captée par la planète aussi. Alors quand il y en a une personne, il y a 100 000 personnes, c'est pas trop méchant, mais quand il y a beaucoup de monde, ou des millions d'individus, et des gens qui utilisent des technologies électromagnétiques négatives dans le mauvais sens, par exemple pour modifier l'atmosphère, pour provoquer des cataclysmes, ou pour, par exemple, empoisonner les terres, etc., là ça devient grave, et il arrive la Terre ne supporte plus. Voilà ma réponse. Moi, je dirais, rapidement, oui. Votre question, c'était la conception du monde qui a été modifiée, c'est ça? La Terre plate ou le globe? Ça, c'est la bonne question, oui. Alors, effectivement, les représentations qui sont les plus anciennes, les gens, c'était avec les moyens qu'ils avaient. Au fur et à mesure des progrès qu'on peut avoir sur les énergies, sur d'abord les voyages déjà je veux dire, de voler, ça a été un rêve extraordinaire au niveau de l'humanité. Les premiers vols, ça donnait un autre point de vue. Je pense que la première fois qu'on voit la Terre, moi la première fois que je l'ai vue, je dirais à 45 ou 55 000 pieds, ça vous donne
ça vous donne un autre sentiment, et la représentation, évidemment, est différente. Et puis aussi, les champs de conscience est différent. À chaque fois, moi je me rappelle une chose, c'est qu'on décollait d'un fond de vallée, bon, le fond de vallée qui était sombre, etc. Et au fur et à mesure où on montait, il y avait une crête devant nous, de l'autre côté, on voyait la lumière, on voyait donc un autre paysage, et ça veut dire que c'est un peu la marche de l'humanité, c'est que bon, des fois on peut être, je dirais, au fond d'un trou, et au fur et à mesure où la conscience s'élève, où les progrès arrivent, et surtout il y a des progrès psychologiques au niveau fonction du cerveau, on a des conceptions complètement, il y a des types qui passaient pour des fous il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 3 siècles, qui se sont avérés des génies. Mais des génies. Moi, le fait de l'aviation, ça va changer. C'est infini, en fait. Et notre cerveau, il est infini. Je veux dire, on voit des gens qu'on prenait, je veux dire, pour des fous de n'importe quelle civilisation, on avait peur d'eux parce qu'ils avaient l'autre conception qui remettait en cause le pouvoir de l'époque. Alors on les remettait de côté, on les brûlait comme des sorciers, on les brûlait comme qu'on voulait. Alors que maintenant, on accepte tout ça. Et on sait que d'ailleurs, ça nous fait... C'est presque une réponse à nos peurs, mais c'est infini. C'est infini. Le cerveau est infini. Moi, quand j'ai vu mon cerveau en couleur, j'ai dit qui a inventé un truc pareil, quoi, parce que j'ai senti vraiment on utilisait 4 neurones, alors que pour certains, et de temps en temps dans notre vie, on sait que c'est infini, je pense. Paul, do you want to add something to the previous question? Ok. Merci beaucoup. Donc on va clore ici cette session de questions-réponses.